un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 6 janvier 2025. C'est donc la première chronique de cette nouvelle année pour le groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Et comme il se doit, je vous présente en mon nom personnel et au nom du groupe Fred Zeller nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année à chacune et chacun d'entre vous. Meilleurs vœux, bonne année à Radio Libre en Périgord et aux radios associatives locales pour que leur existence, leur indépendance soient préservées. Ce qui signifie très clairement que les prétentions de réduire les aides à la radiodiffusion qui étaient apparues à un moment donné dans le précédent budget avant qu'il soit stoppé par la motion de censure soient abandonnées. Au moment où les grands médias, propriété d'un tout petit nombre de capitalistes, n'hésitent plus à propager pour certaines de fausses informations, à donner la parole aux défenseurs et partisans du génocide commis à Gaza. Il suffit d'écouter CNews pour s'en rendre compte. Il y a encore eu des paroles qui ont été données à des partisans du génocide qui, j'irais sans la moindre retenue, indiquent que tous doivent être assassinés, puisque, y compris les bébés, sont des djihadistes en puissance. Voilà, c'est absolument intolérable et c'est en ce sens qu'il est absolument essentiel que la radiodiffusion commise par les radios associatives locales puisse se perpétuer et donc que leur existence, leur indépendance soit préservée par le maintien des aides qui sont absolument vitales à leur existence. Bonne année également pour la liberté de conscience, pour la laïcité en cette année du 120e anniversaire de la loi de 1905. À ce sujet, la Fédération nationale de la libre pensée participe à l'initiative pour l'arrêt du financement public de l'école privée. Nous y reviendrons. Bonne année pour la paix, ce qui amène la libre pensée à participer aux initiatives contre le génocide qui se déroule en ce moment à Gaza et contre toutes les agressions de l'armée israélienne en Cisjordanie, au Liban et dans bien d'autres pays. En ce sens, le groupe Fred Zeller de la libre pensée vous appelle à participer au rassemblement qui se tient ce soir à Périgueux à 17h30 devant le palais de justice de Périgueux. Donc ce soir 6 janvier à 17h30, participez avec la libre pensée et toutes les associations, notamment celles qui sont dans le collectif qui s'est constitué pour donc la défense du peuple palestinien, pour que ce génocide s'arrête enfin. Alors, je vais en venir maintenant à une ou deux annonces importantes. Donc, cette première annonce sur le rassemblement de ce soir. Une deuxième annonce j'y reviendrai dans une prochaine chronique, pour le traditionnel banquet tête de veau, je crois en avoir déjà parlé dans une précédente chronique, qui sera organisé cette année le 26 janvier à 11h30, à partir de 11h30 au Café Libre de Bourou. Donc c'est un banquet pour célébrer la fin de la monarchie et donc nous tiendrons ce banquet dans la tradition républicaine comme il se doit et nous vous demandons pour celles et ceux qui seraient intéressés de vous inscrire avant le 16 janvier 2025 par courriel, par exemple, par courriel. Je vous donne le lien, l'adresse mail à utiliser, groupe-zeller@lpdordogne.fr. Indiquez donc vos coordonnées, nom et prénom, les moyens de vous contacter et je vous précise que le repas sera de 20 € environ par personne adulte. Voilà, donc c'était cette deuxième annonce. Et maintenant, je vais vous lire un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée intitulé « 10 ans après, défendre toujours et encore la laïcité ». Du 7 au 9 janvier 2015, 3 fanatiques se réclamant d'Al-Qaïda et de l'organisation djihadiste de l'État islamique ont tué 17 personnes. 11 journalistes et collaborateurs de Charlie Hebdo, des policiers,
un employé municipal et des clients d'une supérette cachère. Parmi les victimes de ces lâches assassinats, notre ami et camarade Cabu, qui avait tant fait contre la guerre et pour la paix entre les peuples. Les frères Kouachi ont déclaré avoir vengé le prophète, tant la religion put conseiller de crimes, déplorait déjà le poète romain Lucrèce, assassiné parce que l'autre a une autre croyance, assassiné pour quelques traits de crayon sur une feuille de papier, voilà la folie où conduit l'intégrisme religieux. Ces attentats ont soulevé une vague d'indignation populaire inédite, se traduisant par nombre de manifestations et de rassemblements. Hélas, déjà, certains avaient instrumentalisé cette défense de la liberté de penser, conviant une partie des chefs d'État et de responsables politiques parmi les moins recommandables à s'imposer dans le défilé du 11 janvier 2015. On retrouvera beaucoup d'entre eux plus tard pour soutenir Netanyahou qui mène un génocide contre le peuple palestinien. Visiblement, tous les terrorismes ne se valent pas dans leur condamnation. L'œcuménisme aura vite faim d'oublier qu'en 2012, des porte-paroles des cultes catholiques et musulmans ou du gouvernement d'alors avaient condamné les mêmes caricaturistes. L'indignation est visiblement à géométrie variable. La liberté d'expression n'a de sens que si l'on s'en sert. Toutes les croyances peuvent être soumises à la caricature ou à la moquerie. La loi de séparation des Églises et de l'État de 1905 garantit conjointement la liberté de conscience et de culte. Elle doit être préservée. Or, l'esprit de 1905 est de plus en plus détourné. Une partie croissante du monde politique transformant la défense de la laïcité en attaque des seuls croyants musulmans. On passe de la lutte contre le fondamentalisme réactionnaire ou de la légitime critique des religions à un racisme qui se drape dans la défense de la République pour mieux cacher ses intentions. 10 ans après ces odieux attentats, la Fédération nationale de la libre pensée réitère son engagement en défense de la liberté de conscience et de croyance. Elle réaffirme le droit à la liberté d'expression. Elle condamne toute instrumentalisation de la laïcité à des fins racistes. Et la Fédération nationale rappelle qu'afin d'honorer la mémoire et le combat de Cabu, elle s'est associée à l'Union pacifiste de France et aux éditions libertaires pour republier une collection de dessins de Cabu avec l'aimable autorisation de l'épouse donc de Cabu. Maudite soit la guerre, maudite soient toutes les guerres. La Fédération nationale de la libre pensée a répondu immédiatement positivement à la proposition des éditions libertaires de participer à la confection de cet ouvrage en hommage à Cabu. Donc, vous pourrez retrouver sur le site de la Fédération nationale et sur le site du groupe Fred Zeller toutes les informations pour vous procurer ce livre. Je vous propose maintenant de vous faire partager une lettre aux parents d'élèves qui a été écrite également par la Fédération nationale de la libre pensée. Lettre aux parents d'élèves, particulièrement à ceux qui mettent leurs enfants dans le privé. Pourquoi et comment sortir du financement public de l'enseignement privé ? Chers parents d'élèves, l'enseignement public, gratuit et laïque, délivre une instruction générale, technologique ou professionnelle à plus de 8 enfants scolarisés sur 10. Son organisation, à tous les degrés, est un devoir de l'État, selon le préambule de la Constitution. Néanmoins, presque 2 élèves sur 10 fréquentent des établissements privés sous contrat, financés aux 3/4 par les impôts prélevés sur la richesse nationale par l'État et les collectivités territoriales, soit une somme globale de l'ordre de 12 à 13 milliards d'euros chaque année, supérieure au budget du ministère de la Justice, 10 milliards en 2024. Selon le rapport public thématique de la Cour des comptes de juin 2023, la proportion des élèves de l'enseignement privé varie nettement en fonction du stade du cursus scolaire. Elle atteint 21% des effectifs dans le second degré et moins de 14% dans l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les motivations religieuses de ceux d'entre vous qui choisissent d'inscrire leurs enfants dans un établissement privé sous contrat paraissent très secondaires
sinon inexistante. En dépit de la progression fulgurante de l'indifférence religieuse en France, les classes sous contrat des écoles, des collèges et des lycées privés relèvent en effet presque exclusivement de l'enseignement catholique. Pourtant, en 2018, 58% des Français se déclaraient sans religion et 32% seulement se considéraient catholiques, plus par tradition que conviction. Le pourcentage de ceux assistant régulièrement à la messe représentait moins de 5% de la population. En réalité, la décision d'inscrire vos enfants dans un établissement catholique procède parfois d'un état de fait, souvent d'une opinion défavorable à l'enseignement public. Dans certains départements de l'ouest de la France métropolitaine, vous n'avez pas véritablement le choix d'établissement d'accueil de vos enfants, compte tenu du monopole réservé à l'enseignement catholique dans nombre de communes ou de cantons. Plus généralement, notamment au stade du collège, la différenciation des pourcentages indiqués plus haut l'atteste. Beaucoup d'entre vous considèrent, à tort ou à raison, qu'un établissement privé garantirait davantage la réussite de vos enfants que l'enseignement public. La diminution des moyens dévolus à celui-ci nourrit sans aucun doute vos craintes et contribue en tout état de cause à dégrader sinon le contenu de l'instruction, du moins les conditions dans lesquelles elle est dispensée. Pourquoi faut-il mettre un terme au dualisme scolaire reposant sur un financement public de l'enseignement privé? Avant de répondre à cette question, chers parents d'élèves, sachez que les partisans d'une école publique, bénéficiant à titre exclusif de la partie du produit de l'impôt prélevé sur la richesse nationale nécessaire à l'accomplissement de ses missions dans des conditions optimales, défendent avec la plus extrême détermination la liberté de créer et d'administrer des établissements privés intégralement financés sur fonds privés. En effet, la liberté de l'enseignement est le corollaire indispensable de celle de conscience garantie par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. D'ailleurs, elle ne saurait véritablement exister pour les établissements privés en dehors d'une totale indépendance financière vis-à-vis de l'État. Avant même l'entrée en vigueur de ce texte, l'article 2 de la loi dite Goblet du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ne prévoyait-il pas déjà deux types exclusifs de financement? Citation. Les établissements d'enseignement primaire peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'État, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers et des associations. Fin de citation. Outre les dérives induites par l'absence de tout contrôle réel de l'emploi des deniers de la nation par les établissements privés qui en bénéficient, le financement public de l'enseignement catholique sous contrat fait prospérer le dualisme scolaire et nourrit, par suite, une profonde division dans la République et sa jeunesse. Les travaux les plus récents le montrent, qu'il s'agisse du rapport de la Cour des comptes de juin 2023 ou de celui de la mission d'information parlementaire d'avril 2024. Il entraîne un accroissement constant des inégalités sociales et scolaires et constitue la source d'un véritable séparatisme dans une société française minée par ailleurs par des fractures de tous ordres. Il se repaît des moyens retirés à l'enseignement public. Dans leur enquête publiée dans la revue La Pensée, Stéphane Bonnery et Pierre Merle soulignent que l'enseignement public a perdu 200 000 élèves, environ 2%, et 56 000 professeurs, 7%, de 1998 à 2022. Tandis que les établissements privés accueillaient 100 000 enfants de plus, 5% environ, la saignée dans les effectifs de professeurs de l'enseignement public a profité incontestablement aux établissements catholiques. Cette situation est inacceptable parce qu'elle tourne le dos à la promesse républicaine d'une instruction d'excellence pour tous les élèves. Comment peut-on mettre fin au financement public de l'enseignement privé? En dépit de la signature en 3 mois en 1960 par près de 11 millions de Français,
Je fais une petite parenthèse, je vous rappelle que c'est un sujet qu'on a évoqué, avec notamment l'utilisation du documentaire de la Ligue de l'enseignement, montrant ce qu'avait été ce serment de Vincennes et cette campagne de près de 11 millions de signatures. Donc, en dépit de la signature en 3 mois en 1960 par près de 11 millions de Français, soit pratiquement le quart de la population d'alors, d'une pétition du Comité national d'action laïque, le CNAL, avec le soutien des associations laïques comme la Libre Pensée, et du mouvement ouvrier syndical, CGT Force ouvrière, demandant l'abrogation de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé, la perspective de sortie du système de financement public de ces derniers est demeurée lointaine, d'autant que nombre d'organisations laïques ont longtemps mis au rayon des accessoires le serment qu'elles avaient prêté à Vincennes en juin 1960 de tout mettre en œuvre pour obtenir son abolition. Néanmoins, les temps changent. Intimement liée à la Ve République, la loi dite Debré fait désormais l'objet d'un regain de contestation. La crise de l'une suscite de sérieuses critiques de l'autre. De surcroît, maladroite, mais empreinte de la plus vive sincérité, brutale mais conforme aux convictions profondes du cercle des proches du président de la République, Emmanuel Macron, les déclarations de Mme Amélie Oudéa-Castéra ont soulevé l'indignation de nombreux Français. En janvier 2024, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale du gouvernement dirigé par M. Gabriel Attal a violemment critiqué l'enseignement public en fustigeant les absences non remplacées des instituteurs affectés à l'école communale où elle avait inscrit son plus jeune fils en maternelle et en valorisant le collège-lycée d'élite Stanislas, un établissement catholique sous contrat du chic 6e arrondissement de Paris. En réalité, elle a travesti la vérité pour soutenir sa cause. La directrice de l'école publique a démenti les propos de Mme Amélie Oudéa-Castéra, qui souhaitait obtenir, en réalité mais sans succès, un saut de classe pour le jeune enfant. Dans ces conditions, l'exigence d'une sortie du système de financement public de l'enseignement privé sous contrat prend aujourd'hui les couleurs de l'urgence. Naturellement, l'abrogation des dispositions du Code de l'éducation issues de la loi du 31 décembre 1959 nécessite des mesures d'accompagnement. Il est inimaginable de laisser brutalement en déshérence 2 millions d'élèves, plus de 130 000 professeurs de l'enseignement privé rémunérés par l'État et 80 000 autres salariés de droit privé. Par conséquent, des mesures transitoires doivent permettre de sortir progressivement du cadre institué par la loi Debré à partir du 1er janvier 1960. C'est à quoi travaille la Fédération nationale de la libre pensée, FNLP, dans le cadre d'un large collectif réunissant des associations laïques et des organisations syndicales d'enseignants. Chers parents d'élèves, poursuit donc cette lettre adressée aux parents d'élèves par la Fédération nationale de la libre pensée. Chers parents d'élèves, que vos enfants fréquentent l'enseignement public ou les établissements privés sous contrat, votre souhait et vos intérêts sont les mêmes. Vous aspirez à un enseignement public assurant une instruction d'excellence en faveur de toute la jeunesse de la République, sans distinction, sans séparatisme. Par suite, il convient de lui donner les moyens nécessaires d'y parvenir et d'en finir avec le financement public de l'enseignement catholique auquel sont alloués 12 à 13 milliards d'euros prélevés sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales. Seule l'organisation de l'instruction publique, à tous les degrés, est un devoir de l'État pour ceux dont les enfants fréquentent l'enseignement privé. Soyez convaincus que notre action laïque ne vise pas à vous pénaliser en quoi que ce soit. Nous voulons simplement défendre un principe. C'est à l'État d'assumer la charge d'instruire tous les enfants de la République sans séparatisme social, politique, religieux, ethnique ou géographique. Tous les enfants du pays doivent avoir les mêmes possibilités de s'instruire et de construire leur avenir pour l'obtention de diplômes et de connaissances utiles pour cela. Les parents doivent avoir le libre choix d'inscrire leurs enfants dans l'enseignement de leur choix, mais nous considérons que ce choix doit être pleinement libre et non pas dicté par les difficultés créées par l'incompétence et le refus de donner tous les moyens à l'enseignement public
du fait des choix politiques des gouvernements, quels qu'ils soient. Tel est le sens de notre démarche. Chers parents d'élèves, soyez assurés de nos sentiments républicains les plus sincères et les plus fraternels. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette lettre adressée aux parents d'élèves, qui s'adresse à l'ensemble des parents d'élèves, et plus particulièrement donc à ceux qui ont fait le choix de mettre leur enfant dans le privé. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, puisque, comme je le disais d'ailleurs au moment des souhaits, que cette année du 120e anniversaire de la loi de 1905 puisse marquer une étape importante dans l'arrêt du financement public de l'enseignement privé. Ce serait vraiment quelque chose d'extrêmement important. J'en arrive maintenant au troisième point que je souhaitais évoquer dans cette chronique, qui est relatif à la publication du dernier numéro 9 des cahiers de l'Observatoire économique et social de la libre pensée. Je l'ai déjà cité dans une précédente chronique et je voudrais vous faire part de l'éditorial de Christian Echene qui a été publié dans cette revue. J'aurai certainement pas le temps de le lire de manière complète, mais ce texte est intitulé « Que faire aujourd'hui ?» et je crois qu'il pose très correctement les problèmes auxquels est confrontée la société. À tout point de vue, nous sommes dans une situation extraordinaire où tout est possible. Le pire comme le meilleur. Jamais sans doute et sans extrapoler à outrance, le dilemme socialisme ou barbarie n'a été aussi vrai, tant sur le plan national qu'international. La guerre qui a déjà commencé en Europe. La guerre qui va s'amplifier sur tous les plans entre la Chine et les USA. La guerre qui génocide le peuple palestinien et détruit le Liban. La guerre partout, tel est le lot quotidien. L'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis ne peut qu'accélérer le processus de la montée de la généralisation de la guerre dans le monde. Dès 2021, la libre pensée écrivait, des mois avant l'ouverture du conflit entre l'Ukraine et la Russie, la guerre qui vient, c'était le titre du communiqué. Les faits nous ont donné raison, malheureusement. Nous ne nous sommes pas convertis à la divination, mais nous avions aussi écrit les premiers que, citation, le gouvernement Barnier va mériter son surnom, il ne passera pas l'hiver. Nous y sommes. Tout est possible, le pire comme le meilleur. Nous avons aussi depuis longtemps pronostiqué qu'Emmanuel Macron sera contraint pour durer, c'est sa seule préoccupation, pour durer donc au compte du capital, notamment financier, pour frapper et frapper encore, à recourir à un coup d'État. Seules la date et la forme sont encore inconnues à ce jour. Romaric Gaudin ne dit pas autre chose quand il écrit dans Mediapart le 2 décembre 2024, et je crois vous avoir lu d'ailleurs cet article de Romaric Gaudin dans la précédente chronique. Donc je rappelle un peu ce qu'écrivait Romaric Gaudin, c'est tout à fait important. Du point de vue du capital, les choses deviennent fort claires. Puisque l'austérité sociale est la seule option acceptable pour lui et que la société n'en veut pas, il faut l'imposer malgré la société. Autrement dit, la seule politique possible devient une politique autoritaire. La crise politique française actuelle traduit ce fait. La démocratie et le parlementarisme deviennent des entraves pour le capitalisme français. Bien sûr, ce phénomène n'est pas nouveau. Il est le produit d'un long processus où, durant les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, l'autoritarisme au service du capital n'a cessé de croître. Mais en cette fin d'année 2024, plus aucun doute n'est permis. Alors, je passe sur la suite de cette citation pour en arriver donc sur le paragraphe suivant. Alors oui, que faire aujourd'hui ? Et vous retrouverez d'ailleurs le lien vers l'article de Romaric Gaudin sur le site de la Fédération nationale et sur le site du groupe Fred Zeller. Que faire aujourd'hui ? La seule solution pour barrer la route à l'extrême droite et au totalitarisme ne réside pas dans la seule unité du mouvement ouvrier comme en 1934 en France ou en défaut de manque en 1933 en Allemagne. Si cette dimension est nécessaire et si elle se transporte un peu sur le mouvement syndical, vu la crise de déconfiture de la gauche, entre guillemets, elle ne peut régler à elle toute seule, le problème qui nous est posé. La situation étant totalement inédite, une pâle réédition des solutions passées serait inefficace, voire dangereuse.
Il faut redonner la parole au peuple par l'élection d'une constituante souveraine qui déterminera quelles institutions il faut pour un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est pourquoi la libre pensée ne cesse de marteler que c'est la seule voie possible, positive, pour dénouer la crise politique qui ne pourra que s'amplifier. C'est pour débattre de tous ces problèmes que nous avons avancé l'idée d'une rencontre nationale militante, non pour décider de quoi que ce soit, mais pour débattre d'abord entre militants de différentes appartenances. Nous pensons profondément que toute la situation tend vers cela. C'est pourquoi nous publions dans ce cahier numéro 9 de l'Observatoire social de la libre pensée cette proposition. À vous d'en juger. Carrefour de toujours de rencontres de militants ouvriers, politiques, syndicaux, associatifs, laïcs. La libre pensée se devait de proposer cette initiative, car nous sommes convaincus que cela aura lieu nécessairement. Il est donc hautement positif de le proposer aujourd'hui. Nous voyons de plus en plus que les anciennes barrières organisationnelles ne sont plus des obstacles à la libre discussion entre militants. Comment ne pas voir aussi que toutes les actions, initiatives, actions qui se font dans le prisme de l'unité et de l'union, c'est quasiment devenu incontournable pour entreprendre quoi que ce soit. La division, le sectarisme, le repli sur soi n'est plus une option aujourd'hui pour agir réellement dans la situation actuelle. Il reste bien encore quelques îlots de sectaires qui, pour se convaincre d'avoir raison, doivent prouver à toute force que les autres ont tort. Il y a là incontestablement une dimension religieuse très nette. Ils sont le bien, et ils doivent donc marteler que les autres sont le mal pour justifier par l'absurde de leur existence. Leur avenir est inscrit dans le formol des bocaux où on les mettra pour montrer aux futures générations que de telles monstruosités ont existé, car personne alors ne voudra le croire. Je vais en arriver à la conclusion de cette introduction donc, de Christian Échette dans le nouveau numéro des cahiers de l'Observatoire, qui est donc, je le rappelle, une revue avec toute une série d'articles qui sont tout à fait passionnants. Nous publions dans ce cahier numéro 9 l'hommage à Marc Blondel qui a incarné ces différentes formes d'engagement militant qui ont culminé en les synthétisant quand il est devenu, pour notre plus grande satisfaction, président de la Fédération nationale de la libre pensée. Il y a là pour nous matière à réflexion. Évidemment, nous ne faisons qu'effleurer sur la question de la fausse indépendance qui mérite de longues explications et qui est souvent synonyme de capitulation pour ne pas participer au combat nécessaire pour engager une véritable rupture avec le système. La France, à cette heure, ne donne à ses paysans que 4 jours de viande par an. Bien cultivée, elle nourrirait 300 millions d'hommes, toute l'Europe. Utilisez la nature, cet immense auxiliaire dédaigné. Faites travailler pour vous tous les souffles de vent, toutes les chutes d'eau, toutes les effluves magnétiques. Le globe a un réseau veineux souterrain. Il y a dans ce réseau une circulation prodigieuse d'eau, d'huile, de feu. Piquez la veine du globe et faites jaillir cette eau pour vos fontaines, cette huile pour vos lampes, ce feu pour vos foyers. Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et au reflux, au va-et-vient des marées. Qu'est-ce que l'océan ? Une énorme force perdue. Comme la terre est bête, ne pas employer l'océan. Voilà un beau programme que pourrait mettre en œuvre une constituante élue et souveraine. Ce sera le mot de la fin, et donc c'est signé Christian Échelle, et vous retrouverez les textes complets en allant sur le site de la Fédération nationale et en retrouvant donc ce cahier de l'Observatoire économique et social de la libre pensée. Donc nous arrivons au terme de cette émission. Je vous rappelle, rendez-vous ce soir 17h30, 6 juin, donc 17h30 devant le Palais de justice de Périgueux. Et donc le 26 janvier, le fameux banquet de la libre pensée à Bourou. À la semaine prochaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la libre pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient